Les routes du sud que j'empruntais après ma visite de la péninsule du Coromandel me menèrent à Tauranga. Cette ville bouillonnante d'activité et à l'accroissement constant depuis les années 90. C'est l'un des ports les plus bondés du pays, où se rencontrent chaque jour voyageurs, locaux, marchands et plaisanciers. C'est ici, sur ce front de mer, où se multiplient bars, restaurants et hôtels, que je planifiais la suite immédiate de mes aventures, tout en explorant cette toute nouvelle région. En 1829, Tauranga a vu l'arrivée d'une mission chrétienne sous la tutelle du révérend Brown. La demeure qu'ils bâtirent en 1847 est aujourd'hui le plus vieil édifice de la région et parmi l'un des plus anciens du pays. De conception britannique, le site dispose également d'une chapelle ainsi que d'une bibliothèque, contenant aujourd'hui encore plus de 1000 ouvrages ayant appartenu au révérend. Jadis, la population maori était invitée à la mission pour, bien sûr, être introduite à la religion chrétienne, mais l'on y enseignait également la lecture, l'écriture ou encore l'agriculture et la survie. À l'exception de la toiture de la maison, tout est d'époque, jusqu'aux meubles présents à l'intérieur, dont une grande partie avait été ramenée d'Europe, le vieux continent. C'est au final une visite intéressante et instructive. Les guides qui nous y accompagnent sont passionnants et passionnés, capables de remettre avec justesse le contexte d'antan. Il est à noter que les jardins qui entourent la propriété sont visitables librement, et que quelques espèces végétales indigènes y sont aujourd'hui protégées et entretenues avec soin. Mais la véritable perle de Tauranga, la fierté locale et ce que tous viennent visiter en priorité, c'est le mont Maunganui. Cette colline s'élève à l'extrémité de la baie, offrant un panorama spectaculaire sur la région, là où les terres tutoient l'océan. Il faut compter d'un peu moins d'1 heure pour en atteindre le sommet, à moins de suivre le sentier qui en fasse le tour complet. Dans les deux cas, la vue sera saisissante. Pour les locaux, le mont Maunganui est devenu un véritable symbole, et nombreux sont ceux qui viennent s'y dégourdir les jambes, que ce soit le temps d'un footing ou d'une simple pause déjeuner. Mais au sommet, chacun s'attarde et profite, peu importe que ce fût la première ou la 100e fois. Me concernant, c'était bien la première fois que je posais les yeux sur la Bay of Plenty. I'm flying like an eagle, I'm circling the sun. I wanna do so many things I have never done. Just show me where the path gives out, and that's where I'll run. La Bay of Plenty, ou baie de l'abondance en français, est une région tout à fait atypique, regroupant plages ensoleillées, curiosités naturelles et sports extrêmes. C'est aussi l'un des fiefs de la culture maori. Alors, je reprenais mon sac à dos, je levais le pouce et je repartais à l'aventure. Prochaine étape, Rotorua, non loin de là. Rotorua signifie en maori le deuxième roi lac, Roto, puisque le lac qui borde la ville est justement son éponyme. Un peu comme Tauranga, la ville a connu un essor important dans les 10 dernières années, devenant la première destination d'activité outdoor de l'île du Nord, rivalisant presque avec Queenstown dans l'île du Sud. Les activités y sont diverses, oscillant entre sensations extrêmes et amusement familial. Le lac promet des escapades en jet-boat ou en hydravion, là où les rivières alentours offrent des descentes en kayak ou en rafting simplement sensationnels. Les collines qui bordent la ville et les environs regorgent de sentiers de VTT de grande qualité, faisant de la région l'une des plus prisées au monde pour les amateurs du sport. D'ailleurs, il y a quelques années, Rotorua a accueilli le championnat du monde de VTT. Et ce n'est pas tout, loin de là. Je commençais la découverte de la région par Rotorua elle-même, ses rues, ses parcs et son lac. C'est une ville qui vit avec sa saison, au rythme que lui impose un flux constant de visiteurs. 1 personne sur 4 y travaille dans le tourisme, c'est énorme. Tours opérateurs, hôtels et auberges de jeunesse forment un centre-ville vivant et attractif. Les parcs, quant à eux, sont uniques. De fait, Rotorua et la région qui l'entoure connaissent une forte activité volcanique, se traduisant par des manifestations géothermiques omniprésentes. Ici et là, des fumerolles s'élèvent entre les arbres, souvent bordés de piscines de boue ou de lacs sulfureux. Cette odeur de sulfure, justement, semblable au senteur d'un œuf pourri, est un parfum qui exhale dans toute la ville.
De nombreux sites, payants ou non, offrent d'en faire la découverte, mais ça, nous y reviendrons plus tard. En attendant, le parc principal au centre-ville en offre déjà un avant-goût. Vint ensuite le temps de m'essayer aux activités sportives de Rotorua, en commençant avec une descente en rafting particulièrement réputée. Les rivières alentours forment un réseau complexe au cœur d'une nature dense et verdoyante, alternant entre portions calmes, tout à fait propices à la contemplation, et d'autres moments où les rapides demandent un effort commun et synchronisé de l'équipage. Mais si ce parcours est autant prisé par les amateurs, les adeptes ou les écoles de rafting, c'est parce que l'on y trouve la plus grande cascade accessible au public au monde, haute de 7 mètres. C'est l'attraction phare, le point d'orgue et le grand final du circuit. Et à raison. L'on m'avait vanté la qualité des sentiers de VTT de Rotorua. Alors, c'est là où je me suis retrouvé ensuite. Le temps d'une après-midi, et grâce à un vélo généreusement prêté par l'hôte de mon auberge de jeunesse, j'ai pu m'amuser comme rarement depuis mon arrivée en Nouvelle-Zélande. Lâchant la bride à la vitesse aux glissades et à quelques acrobaties plus ou moins maîtrisées. Qui eût cru que dans ces collines surplombant la ville et le lac de Rotorua se cachait un tel terrain de jeu et de récréation. Bien sûr, et comme pour le rafting, le niveau des sentiers aussi entre accessible à tous et risqué, même pour les plus expérimentés. C'est ce dont j'ai pu attester en me joignant à un groupe de cyclistes rencontrés par hasard. Ils m'entraînèrent sur des chemins que je n'aurais jamais osé prendre seul et me guidèrent tout du long. Notre périple s'acheva dans les hauteurs, le sentier retour s'étirant devant nous, illuminé par les lueurs du couchant. Dans ces mêmes bois se cache aussi une forêt de séquoias, arbres magistraux à l'écorce rouge, plantés comme une flèche dressée vers le ciel. Cette espèce de conifère est sans pareil, et une version géante peut être vue en Californie. Ici, elle se mêle à la flore néo-zélandaise, et l'on finit par passer plus de temps les yeux levés vers la cime des arbres qu'à regarder là où l'on marche. La nuit, il est également possible de s'y aventurer, et des jeux de lumière ainsi que des lanternes suspendues font éveiller en la forêt une toute nouvelle ambiance. C'est désormais devenu un territoire magique où on s'attendrait à croiser fées et créatures fantastiques. Malheureusement, et comme souvent dans l'obscurité, mes caméras eurent du mal à capturer ce spectacle inouï. Mais d'un autre côté, certaines choses gagnent à rester enveloppées de secrets. Enfin, il me restait à découvrir la culture qui enveloppait la région, bassin important de la tradition maori. À Rotorua même, il existe un village encore habité par ce peuple ancestral, et il est possible d'en faire la visite. 21 familles y résident et donnent vie à leurs us et coutumes, en équilibre entre le monde extérieur à portée de main et leurs traditions omniprésentes. Les sculptures sont visibles à chaque détour du hameau, mais c'est la maison commune et sa devanture entièrement décorée qui attire le regard. Il est possible de visiter le village en compagnie d'un guide ou à votre propre rythme, mais gare à ne surtout pas louper l'une des représentations quotidiennes des danses maoris. Auxquels viennent s'ajouter chants, jeux traditionnels et même une version du célèbre haka. Pendant une demi-heure, il nous est offert un aperçu des coutumes maoris, exécutées sous nos yeux par quelques représentants vivants de cette culture. Sur scène, les jeunes et plus anciens rient et chantent, tantôt menaçants, tantôt accueillants, pour nous offrir une performance marquante. Maintenant que j'avais goûté au caractère singulier de Rotorua
et eu l'expérience de quelques-unes des activités que l'on y pratique, il aurait été venu pour moi de reprendre la route vers le sud. Sur le chemin figurait un autre site à l'ambiance mystérieuse, parfois même inquiétante, Waihotapu. Comptant parmi les 20 lieux les plus surréalistes au monde, Waihotapu est le produit de milliers d'années d'activités géothermiques. Le parc regroupe nombre de curiosités, toutes produites par l'activité volcanique de la région. S'il serait possible d'en faire le tour complet en un peu plus d'1 heure, tout l'intérêt est de prendre son temps et d'apprécier l'activité constante d'un lieu qui pourrait être lunaire. Considéré comme l'attraction géothermique la plus surprenante de Nouvelle-Zélande, Waihotapu offre un voyage extraordinaire dans un paysage unique. C'est aussi un indice et une manifestation rare de ce qui se passe sous nos pieds. En ne manquant pas de rappeler ce qu'il est possible de voir au Yellowstone National Park aux États-Unis, certains bassins, dont le Champagne Pool, offrent une véritable explosion de couleurs vives. L'eau surgit de terre à l'état d'ébullition et, mêlée au soufre, crée un spectacle surprenant, bien que parfois peu visible avec toute la vapeur émise. Les chemins que l'on emprunte traversent parfois pareils océans de brume, où la visibilité peut être réduite à quelques mètres à peine devant soi, renforçant encore ce sentiment d'arpenter un autre monde. Le phénomène naturel offre ainsi quelques jeux de lumière étonnants, oscillant entre inquiétants et superbes, à mesure que les vapeurs s'élèvent vers le ciel. À gauche, à droite, en face ou derrière soi, tout serait digne de capter notre attention, et les curiosités se comptent finalement par dizaines. Devil's Bath, le bain du diable, compte parmi les dites curiosités pour sa couleur verte éclatante et unique dans tout le parc. Mais la pièce maîtresse de Waihotapu et son grand immanquable reste sans doute le geyser surnommé Lady Knox. Tous les jours à 10h15, le geyser entre en éruption et peut atteindre entre 10 et 20 mètres de haut. Un amphithéâtre naturel permet aux visiteurs d'en apprécier toute la fantastique beauté, tandis que des employés du parc en expliquent l'origine et l'histoire. Une fois rentrée en éruption, l'impressionnante Lady Knox peut continuer d'expulser de l'eau vers le ciel pendant de longues minutes. Plus au sud se trouvait Taupo, que je découvrirai aux premières heures du jour, alors que la brume, matinale cette fois, tirait encore son voile blanchâtre sur la ville et le lac éponyme. Non sans une certaine poésie, le brouillard suivait le cours de la rivière pour finalement se répandre et s'étirer en filaments au moment de se jeter dans le lac. Le dit lac n'est autre que le plus grand lac du pays, occupant une place centrale dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. La ville à son bord est ainsi également nommée Taupo et accueille comme Rotorua nombre de touristes, souvent sur leur route vers le sud. Au-delà de son lac offrant toute une palette d'activités nautiques, il existait une autre raison à la venue des touristes à Taupo. Exactement de l'autre côté du lac, des monts couronnés de neige s'élevaient dans la distance. Je découvrais enfin les premières grandes montagnes de Nouvelle-Zélande, en même temps que je découvrais les premières neiges d'un hiver qui n'était plus si lointain. En face de moi trônait le Tongariro National Park, dont l'apparence n'est pas inconnue aux fans du Seigneur des Anneaux, puisque l'on y filma la région du Mordor, et que le plus impressionnant des monts n'est autre que la montagne du destin dans l'œuvre adaptée par Peter Jackson. Avant de m'y aventurer, je passerai quelques jours à la ville de Taupo, afin de déjà en explorer les environs, mais aussi pour me laisser le temps de préparer mon expédition dans le parc, malgré les conditions hivernales. Cette même rivière, qui déversait le matin même ses torrents de brume dans le lac, il est possible de la remonter à pied ou en voiture, pour découvrir les impressionnantes Uka Falls. Projetée avec force et fracas dans un mince corridor formé avec le temps, l'eau, d'une couleur de glace, crée au gré de ce torrent une écume, dite Uka en maori, qui lui valut son nom. À chaque seconde, ce sont 220 ml d'eau qui sont expulsés par la puissante cascade, chutant en tout de 11 mètres. Des belvédères ainsi qu'un pont traversant les eaux enragées permettent d'apprécier la beauté unique des Uka Falls, devenu aujourd'hui le site le plus visité du pays. Au-delà,
les magnifiques eaux turquoises reprennent leur rythme normal et forment à nouveau la grande rivière Waikato, qui donna son nom à toute une région du pays. Puis vint le moment de s'attaquer à ces montagnes qui nous toisaient dans le lointain. Les préparatifs bouclés, j'eus la chance de rencontrer un groupe de Français pour m'accompagner durant l'ascension. Au bout de la route et à mesure que le paysage avançait, le Tongariro National Park se faisait de plus en plus impressionnant, comme une immense bête endormie dont nous nous rapprochions inévitablement. L'excitation de chacun grandissait tout aussi immanquablement. Allait alors débuter l'une des plus grandes randonnées de ma vie. Le Tongariro Alpine Crossing. Depuis le parking, un sentier balisé se faufile entre les vertigineux contreforts du parc, pour finalement trouver son chemin entre les roches volcaniques et s'enfoncer le long du mont Ruapehu. Au commencement et à une altitude bien plus basse qu'au sommet de la randonnée, il n'y a pas de neige, mais seulement un vent qui se peut être cinglant. Le sentier, encore une fois d'excellente facture, progresse sans détour et se retrouve bientôt encadré d'impressionnantes falaises. Petit à petit, la neige se veut plus constante, tout comme les roches volcaniques, directement provenues de ce mont géant qui se dresse face à nous. Pas après pas vient aussi l'impression, vite confirmée, qu'il n'y aurait pas eu meilleur paysage pour dépeindre le monde fantastique du Seigneur des Anneaux. J'avais ce sentiment qui grandissait en moi de suivre le chemin tracé par Frodon et Sam. Notre petite troupe dut bientôt faire face à un terrain changeant, désormais très rocailleux et enneigé. En haut de cette première montée, nous découvrîmes un paysage intégralement blanc, où se dessinait comme une autoroute dans la neige. Tel un haut plateau, les kilomètres à venir s'étiraient sur un terrain parfaitement plat et encadré des hautes montagnes du Tongariro National Park. Notre petitesse, ainsi que la grande beauté du lieu, nous frappèrent au cœur. À notre droite, s'élevait la forme conique du mont Ruapehu. Et en face débutait la crête qui nous mènerait jusqu'au sommet. La partie la plus périlleuse de l'ascension restait donc à entreprendre, puisqu'ici, la glace, battue inlassablement par le vent, vient s'ajouter à un terrain accidenté et toujours aussi rocailleux, tandis que la piste se veut de moins en moins praticable. Puis, tout apparut. Depuis le sommet, une vue à 360 degrés s'ouvrait sur un panorama époustouflant. Gravir la crête n'avait pas été chose aisée, mais d'ici, tout était visible, parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Malgré la glace et la neige, les lacs émeraudes en contrebas étaient visibles. Tout comme le lac bleu, et plus loin encore, le lac Topo, d'où l'on venait. Derrière nous, s'élevait toujours l'immense masse du volcan, régnant en maître sur les terres désolées alentours. Le Tongariro Alpine Crossing n'est autre que la meilleure randonnée d'une journée de Nouvelle-Zélande. La traversée complète est longue de 19 km, où l'on monte sur un versant du massif pour en descendre de l'autre. Ce panorama, le point le plus haut atteint durant la randonnée, est atteignable après un peu moins de 10 km de marche. Malgré quelques portions difficiles, le cadre ainsi que la vue en font une expérience immanquable. Surtout lorsqu'on a la chance de la vivre à plusieurs.
Ainsi, je serais venu en Mordor. Je l'aurais gravi avec des amis, et la tête pleine de souvenirs, j'en serais reparti.